la parole et je suis ravi. Eh ben, merci beaucoup Arnaud, vous m'entendez bien, il n'y a pas de souci de son. Oui, parfaitement. Ok, super. Donc effectivement, moi je suis chimiste organicien de synthèse, donc je suis ingénieur de recherche au LG2A à Amiens. Et donc du coup, dans mes thématiques de recherche, en fait, je m'intéresse à la synthèse de glycolipides en utilisant la chimie verte, donc notamment des réactions de transamidation, de synthèse de glycolipides, et en utilisant des réactions green, des réactions dans l'eau sans groupement protecteur. Et du coup, aussi une thématique que j'ai, c'est la valorisation de substrats issus de la biomasse, donc notamment les glycosides cyanogènes et les glycoalcaloïdes. Donc, je vais vous présenter cette petite partie de ce que je fais sur l'extraction et la valorisation des glycosides cyanogènes. Donc, effectivement, Arnaud, c'est pas une bonne idée de consommer ces glycosides cyanogènes. Alors, ils sont constitués d'un sucre qui sont attachés à des cyanhydrines. Et du coup, en présence de bêta-glucosidase qui libère le glucose, la cyanhydrine sont des espèces relativement instables et donnent du cyanure qui est connu pour être très, très toxique. Sylvain, est-ce que tu peux mettre ton diaporama en plein écran? Là, c'est tout petit. Chez moi, il est en plein écran, en fait. Ah. Non, c'est parce qu'il a un double écran. Ah. Il faut déconnecter. Non, Sylvain, il suffit de basculer en fait l'écran. Quand tu étais en présentation, tu avais un écran noir au-dessus et Voilà. tout en haut, là, tu as utilisé un diaporama et à côté, basculer entre les affichages. Si tu cliques là-dessus, normalement, c'est bon. Tu vois? Non, malheureusement, je... Tu vois, voilà. Arrêter le diaporama, conseil, basculer entre les affichages. Non, pas l'arrêter. J'ai pas l'habitude, vu que je fais pas d'enseignement, d'utiliser. Vas-y, relance le diapo. Voilà. Et tu étais à arrêter le diaporama, après tu as conseil, après basculer entre les affichages, juste à côté. Voilà, là, à côté encore. Encore à côté. Voilà, là. Ouais. Ici? Ouais. Bah, normalement, ça marche, non? Si, ça doit être ça. Non. Ah. Tu le vois pas, en fait. Non. En fait, c'est bloqué. Je le vois pas. Ah, voilà, ça y est. Ah, voilà. Voilà. Ah, voilà. Ah, bon, bah, excusez-moi. Non, c'est bon. Donc, du coup, effectivement, ces molécules sont toxiques à cause de la libération de cyanure. Donc, au niveau de la biosynthèse de ces molécules, elle se fait à partir des acides aminés qui, par des processus d'oxydation enzymatique, forment des aldoxymes et des nitriles qui se transforment en cyanhydrine et du coup, par le couplage de sucre, forment les glycosides cyanogènes. Donc, il y a une analogie entre la biosynthèse des glycosides cyanogènes et des glucosinolates, que l'on retrouve notamment dans la moutarde. En fait, l'utilité dans les plantes, bien sûr, c'est de la protection contre des insectes, par exemple. Donc, c'est une toxine végétale. Donc, du coup, par le même processus qu'on a vu précédemment, le cyanure va tuer des potentiels prédateurs par l'effet toxique du cyanure. Mais en fait, on trouve également ces glycosides cyanogènes dans les feuilles. Et du coup, et là, il y a probablement une autre utilité de ces glycosides cyanogènes, c'est du coup prévenir des dégradations oxydatives apportées par le soleil sur les feuilles. Et du coup, on peut voir ici que le nitrile se transforme en amide primaire. Et du coup, les amidases entraînent la formation de basoates sur les sucres. Donc, en fait, ces molécules permettent également de prévenir des processus de dégénérescence apportés par la lumière sur les feuilles.
Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve tout un tas de glycosides cyanogènes dans la nature. Donc, on voit avec des groupements phénols dans les graines de sorgho, dans le sureau, ces différents centres stéréogènes. Et on voit également dans les racines et feuilles de lin ce type de molécules. Et moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est les disaccharides cyanogènes, puisque du coup, elles ont des structures assez intéressantes, compte tenu du fait que les disaccharides sont quand même difficiles à synthétiser et de l'obtenir par voie naturelle, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc, en fait, au niveau de la biomasse, l'intérêt, c'est que l'amygdaline se retrouve à l'intérieur des noyaux de fruits, dans les noyaux, et que finalement, c'est un déchet de l'industrie du fruit, donc il serait assez intéressant d'utiliser cette ressource finalement. Donc, quand on voit, par exemple, l'usine Andros a 300 tonnes de noyaux par an, et du coup, au niveau du prix, c'est 7 € la tonne au niveau des noyaux de fruits. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant qu'on pourrait utiliser. Et au niveau du lin, on retrouve ces glycosides cyanogènes dans la partie antinutritionnelle des graines de lin. Donc, c'est aussi une ressource qui peut être intéressante à valoriser. Donc, dans un premier temps, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'extraire ces glycosides cyanogènes. Donc, j'ai déjà broyé des graines de lin ainsi que des noyaux d'abricot au blender. Et du coup, j'ai d'abord, la première étape, c'est d'éliminer les acides gras qui rendent difficile l'extraction ensuite des glycosides cyanogènes. Donc, ensuite, par agitation mécanique dans le méthanol, on arrive à extraire à la fois les glycosides cyanogènes et les sucres libres. Et ensuite, par 2 étapes de purification, d'une fois par silice pour enlever le reste des acides gras, et ensuite par colonne phase inverse qui permettent d'enlever les sucres nus des glycosides cyanogènes qui sont un peu plus apolaires, on arrive à obtenir de manière pure les glycosides cyanogènes. Donc ici, on voit le chromatogramme obtenu dans le cadre de la phase inverse, de la deuxième colonne de phase inverse. Et on voit qu'on arrive à séparer ici les sucres libres des glycosides cyanogènes. Donc là, au niveau des rendements, j'ai pu obtenir 15 grammes de glycosides cyanogènes à partir de 500 grammes de noyaux d'abricot que j'ai commandé d'ailleurs sur Amazon. Et du coup, on obtient des rendements d'extraction de 3%, donc ce qui correspond à peu près aux données de la littérature qui peuvent obtenir jusqu'à 4,3% d'amygdaline dans les noyaux d'abricot. Ensuite, j'ai fait de la même manière au niveau de la linustatine. Donc là, je n'ai pas pris une source de lin qui possède le plus de glycosides cyanogènes. Donc là, j'ai eu pas mal de discussions avec Roland Molinier de Biopi à Amiens. Et du coup, c'est vrai que je n'ai pas utilisé les sources optimum qui contiennent de graines de lin qui contiennent des glycosides cyanogènes. Mais néanmoins, j'ai pu extraire dans les 300 mg de linustatine et de néolinustatine à partir également de 500 grammes de graines de lin. Donc, on trouve à peu près également ce genre de chiffres dans la littérature. Donc, quel est l'intérêt au niveau pour un chimiste, du coup, organicien comme moi, de cette structure? Finalement, ce qui est intéressant, c'est déjà un disaccharide, donc qui est quand même assez difficile à synthétiser par les méthodes conventionnelles de la chimie. Et en plus, ce qui est intéressant également ici, c'est que la partie la plus réactive des glycosides, qui est la partie anomère, est protégée par la cyanhydrine. Donc, du coup, c'est quand même assez intéressant parce que finalement, on a un seul alcool primaire qui est plutôt facile à fonctionnaliser. Et malheureusement, l'inconvénient, c'est la toxicité due à la cyanogenèse, comme on a vu précédemment. Donc, c'est un point à résoudre avant de pouvoir utiliser finalement de manière optimum ces molécules. Et du coup, on a vu que dans les feuilles, on trouvait aussi les amides de glycosides cyanogènes. Donc, je me suis dit, si je transforme finalement le nitrile en amide, c'est une voie quand même assez intéressante pour détoxifier ces glycosides cyanogènes et obtenir des molécules d'intérêt. Donc, quand on regarde dans la littérature, on trouve quand même assez peu de méthodes pour hydrolyser les glycosides cyanogènes. On a des traitements à l'eau oxygénée qui donnent des résultats peu reproductibles.
ou alors l'utilisation de catalyseurs acides extrêmement compliqués à faire. Donc, je me suis dit, là, ça vaut le coup d'essayer de trouver des conditions un peu plus green et plus faciles à faire. Donc, j'ai tenté plusieurs métaux pour essayer de complexer le nitrile et pouvoir finalement faire l'hydrolyse. Et du coup, les meilleures conditions que j'ai pu trouver, c'est des conditions au palladium avec de l'acétamide qui apporte la partie de eau finalement dans la molécule. Et les meilleures conditions, je vais passer assez vite. Les meilleures conditions, c'est en utilisant une source de palladium soluble dans l'eau. Donc, la réaction se fait dans l'eau et j'arrive à hydrolyser avec des très, très bons rendements. C'est des rendements isolés d'ailleurs, le glycoside cyanogène. Donc, ici, la réaction, elle se fait par transfert finalement d'eau sur le nitrile. Et du coup, on arrive à dépolluer assez facilement. Donc, cette réaction-là, j'ai pu l'obtenir en très, très grosse quantité, jusqu'à 20 grammes de produit. Donc, ça marche très, très bien. Donc, ce qui a permis finalement de détoxifier facilement les glycosides cyanogènes en une étape dans l'eau. Et à noter également que je ne l'ai pas fait que sur l'amygdaline. Sur les dérivés du lin, ça se passe très bien. Et du coup, en collaboration avec Roland Molinier, j'ai pu voir que finalement, on retrouve dans le lin les molécules hydrolysées également, et que c'est intéressant aussi de les étudier au cours de la croissance du lin, finalement. Et du coup, au niveau de la fonctionnalisation des amides, comme je l'ai dit précédemment, la meilleure manière de fonctionnaliser, c'est au niveau de l'alcool primaire. Et j'ai trouvé des conditions assez intéressantes avec des lipases. Et cette fonctionnalisation se fait très, très bien avec la novosine dans le terbutanol. Et j'ai pu directement coupler les acides avec des très, très bons rendements. Donc, j'ai fait la série laurique, palmitique, stéarique, oléique et linoléique pour coupler en position 6. Et de cette manière, j'ai pu obtenir toute une série de molécules tensioactives qui contient finalement ce cœur avec un diglycoside amide, finalement. Donc, ce qui est intéressant au niveau de cette fonctionnalisation, quand on utilise directement l'amide, il est impossible de réaliser cette de manière simple, et du coup, les acides lauriques directement ne se couplent pas avec le nitrile. Donc, au niveau de l'hypothèse de cette différence de réactivité, on peut expliquer ça finalement avec des liaisons hydrogènes fortes qui se forment avec les amides, et du coup, qui peuvent potentiellement amener les acides correspondants au plus près du site de réactivité finalement. Donc, au niveau des molécules synthétisées, donc, vous pouvez voir ici, j'ai pu obtenir toute une série de molécules tensioactives, qui sont la plupart solubles dans l'eau. Donc, ça devient peu soluble quand on commence à avoir des chaînes à 18 carbone, et là, on commence à avoir des problèmes de solubilité. Donc, ensuite, l'étape suivante, c'est d'essayer de valoriser ce type de molécules. Donc, pour cela, on a mesuré les CMC de ces molécules et on les a comparées avec des tensioactifs commerciaux que l'on trouve assez habituellement. Donc, en fait, avec l'acide, on voit qu'il y a une linéarité, c'est assez connu, entre la longueur de chaîne et la CMC. Et du coup, on voit que là, ça marche assez bien, puisque plus on augmente la longueur de chaîne, plus la CMC est faible. Et du coup, avec le stéarate, c'est plutôt problématique, puisqu'on ne peut pas la mesurer dans l'eau directement. Il faut chauffer à 50 degrés pour mesurer la CMC, mais on se retrouve de l'ordre du 0,009 millimolaire, ce qui est une molécule tensioactive très, très bonne. Et du coup, en mettant des insaturations, on diminue cette CMC. Et du coup, sur la chaîne lénoléique, je ne l'ai pas mis ici, on arrive à des 0,8 millimolaires. Donc, quand on compare à des molécules commerciales, donc le SDS, par exemple, a une CMC de l'ordre entre 7 et 10 millimolaires. Et
donc, on se retrouve dans des molécules qui sont proches du twin 80. Donc, c'est vraiment assez intéressant comme type de molécule. Et ensuite, une autre valorisation qu'on a regardée, c'était réalisée par également un autre membre de la SFR Condorcet, c'est Sonia Ripa, qui a pu faire des tests préliminaires comme éliciteur. Du coup, sur Arabidopsis et sur colza, on a vu qu'en comparant l'effet éliciteur de ces molécules, on voit que déjà que l'amygdaline amide a un pouvoir plus éliciteur que l'amygdaline et on obtient une activité accrue lorsqu'on commence à mettre des chaînes linéaires. Donc, ça, c'est vraiment un résultat préliminaire. Donc, ça, il faudra trouver des financements ultérieurs pour essayer de tester ces molécules et du coup d'augmenter, de voir si les autres molécules finalement que j'ai ont également sont intéressants comme éliciteurs au niveau des plantes. Donc, en conclusion, dans ce que j'ai pu faire, c'est une extraction assez efficace des glycosides cyanogènes à partir de noyaux d'abricot et de lin. Donc, cette étape devra être améliorée puisque c'est vrai que en grande quantité et sur échelle industrielle, c'est clair que les colonnes ne sont pas des méthodes viables. Néanmoins, j'ai pu réaliser les détoxifications efficaces de ces molécules par transformation du nitrile en amide primaire. Également, j'ai pu fonctionnaliser de manière efficace les amides avec des lipases. Donc, ça, c'est aussi encore plus intéressant puisque finalement, au départ, lors de l'extraction, on enlève les acides gras et finalement, on les remet sur l'amygdalinamide ensuite pour obtenir des molécules d'intérêt. Donc, il y a le double intérêt finalement de tout valoriser ce qu'il y a dans ces noyaux d'abricot. Et ensuite, on a réussi finalement à montrer qu'on obtient des glycolipides avec des bonnes propriétés tensioactives. Et également, ces molécules-là pourraient être assez intéressantes comme éliciteurs de la défense des plantes. Donc voilà un peu. Bien sûr, ce travail, je n'aurais pas pu faire ça tout seul. Donc au niveau de l'extraction, j'ai eu des collaborations avec Biopi à l'UPJV qui m'a aidé vraiment sur l'extraction des glycosides cyanogènes au niveau des graines de lin, au niveau également de l'hydrolyse des nitriles, au niveau des fonctionnalisations avec des lipases. Donc, j'ai eu l'aide d'Éric Cusson au GEC et du coup, également Vincent Chagnot pour la mesure des CMC et Sonia Ripa pour les tests de législation, ainsi que tous les étudiants qui ont pu travailler sur cette thématique. Et je vous remercie également pour votre attention. Je suis ouvert pour des questions. Merci Sylvain. Alors, les questions sont accélérées dans le chat. Donc, je vais pouvoir te les lire dans l'ordre où elles arrivent. Alors, j'en ai dénombré 6 pour te mettre mal à l'aise tout de suite. Florence demande, est-ce que ton rendement en extraction dépend de la source des noyaux, le type d'abricot, le terroir, des choses comme ça? Ah oui, complètement, parce que c'est vrai que là, pour le moment, je n'ai pas fait d'études pour savoir quelle origine de noyau d'abricot permet d'obtenir les meilleurs rendements d'extraction, mais ça dépend même de la région, du moment de la saison finalement où ont été récoltés les noyaux d'abricot. Donc, j'ai vraiment des grosses disparités au niveau de l'extraction. Donc là, je vous ai mis finalement les rendements les plus importants que j'ai obtenus. On fait tout ça, sur toi. Jean-Bernard, une question de chimie que je m'étais posée aussi d'ailleurs, parce que j'ai toujours le regard attiré par les centres chiro. Il me demandait, est-ce que le centre stérogène sur la cyanhydrine est contrôlé? Dit autrement, est-ce que tu as un mélange de dia? Et non, lié à ça, est-ce que l'amide chirale seul, j'imagine qu'il veut dire séparé du sucre, a un intérêt par lui-même? En fait, du coup, on a uniquement un diastereoisomère sur les glycosides cyanogènes.
Et malheureusement, c'est un centre qui n'est pas très, très stable. Donc, tout traitement basique va hydrolyser ce centre stérogène. Et par chance, la méthode que j'ai obtenue, je garde cette stéréochimie. Donc, il n'y a pas du tout d'isomérisation qu'on voit très, très bien si jamais on isomérise ce centre finalement. D'accord. Donc, Il va être compliqué la chiralité, oui. Oui. Oui, j'arrive à avoir un contrôle total de la chiralité. Oui, et tu sais laquelle c'est ça que je veux dire. Oui, 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 D'accord. Et du coup, au niveau des intérêts, il y a quand même les cyanhydrines sont effectivement commerciales et on les utilise de plus en plus comme source de cyanure parce que ce qu'il faut savoir dans des réactions de chimie organique, le NaCN est très très basique, donc peut réaliser quand même pas mal de sous-réactions. Donc, par exemple, quand on va traiter un sucre libre avec du KCN, ça va d'abord déprotoner les protons du sucre, hein, donc c'est quand même relativement basique. Donc, on les utilise justement comme source plus neutre de source de cyanure, finalement. Non, mais Jean-Bernard demandait si l'amide lui-même, l'amide final, était intéressant. Séparé du sucre, je pense. Hein. J'imagine que c'est ça. C'est vrai que j'ai pas, pour le moment, j'ai pas essayé de les séparer, mais effectivement, ça pourrait être assez intéressant d'utiliser directement ce contrôle de la stéréochimie ultérieure, oui. Et ça, c'est vrai que j'ai pas du tout étudié cette possibilité. Donc, apparemment, on avait bien compris sa question. Jean-Bernard nous remercie dans le chat. Cédric Perron demandait est-ce que vous avez évalué les propriétés hydrogénifiantes des différentes molécules? Bon, ça, c'était en cours et c'est vrai que pour le moment, j'ai testé que les chaînes les plus petites. Donc, et du coup, effectivement, on commence à avoir des effets cristaux liquides sur ces molécules et on a aussi des effets hydrogénifiants, effectivement. Donc ça, c'est surtout surtout sur les noyaux d'abricot, puisqu'on a finalement un noyau aromatique qui permet d'avoir des interactions pi sur les molécules et qui favorise justement les hydrogènes. D'accord. Alors, Magali m'a posé 2 questions en cascade, à tiroir, je dirais. Comment est-ce que l'activité élicitrice est évaluée? Et est-ce que tu as une connaissance du mécanisme qui explique l'activité élicitrice de ces molécules? Alors ça, c'est vrai que je ne suis pas du tout spécialiste dans le domaine. Tout ce que je peux dire, donc du coup, c'était une première discussion avec Roland Moulinier, avec Biopi. C'est vrai que finalement, ces molécules-là, elles se forment par conditions de stress, notamment sur les feuilles, puisqu'on trouve des monoglycosides cyanogènes dans les feuilles. Et c'est pour ça qu'on a eu cette idée finalement de tester ces molécules pour leurs activités élicitrices. Mais malheureusement, non, je n'ai pas été plus loin dans cette réflexion. Ce serait un truc à discuter pas mal avec peut-être le réseau rhamnolipides. Là, il y a des choses, des analogies peut-être qu'on pourrait regarder, notamment au niveau des longueurs de chaîne carbonées, des choses comme ça. Mais on aura peut-être l'occasion de... C'est vrai qu'en plus Oula, on t'entend plus du tout, là. qui entraîne... Pardon, on ne m'entend plus? Oui, vas-y, on recommence. Oui, ce que je disais, c'est que finalement, ce que je ne sais même pas, c'est est-ce que ce n'est pas l'effet des acides gras qui crée cet effet éliciteur. Donc, pour le moment, c'est vrai qu'il faudrait vraiment aller plus loin dans les études. Et du coup, je suis ouvert effectivement à des collaborations pour aller plus loin dans cette analyse. Disons que dans le projet rhamnolipides, je ne pense pas que Stéphane va me contrarier, ou contredire plutôt. On sait que c'est un peu plus compliqué que ça et qu'effectivement les chaînes grasses sont importantes. Donc on pourrait t'amener à discuter de ça, c'est sympa, ouais. D'accord, oui. Puis, alors la dernière question, enfin en tout cas celle qu'il y a dans le chat, Amandine Flora demandait est-ce que la recyclabilité de la lipase a été testée? Bon, c'est vrai que j'ai utilisé vraiment directement une lipase commerciale et je n'ai pas déjà fait des essais sur d'autres lipases, mais néanmoins, à chaque fois, j'ai récupéré la lipase. J'ai essayé une fois de récupérer la lipase lors d'une réaction et j'arrive à la récupérer. Donc, c'est sur des billes, finalement, c'est vraiment la lipase Novozymes commerciale, finalement. Oui, d'accord.
En tout cas, c'est super intéressant, hein, vraiment. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on fasse notre petite pause? Bon, on a pris du décalage, mais ce n'est pas une grosse surprise, hein. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat? Non, apparemment non.